Bienvenue dans l'épisode 15, j'espère que tout le monde va bien. Quelques sujets intéressants au casting aujourd'hui, nous allons y aller directement je pense. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un exercice de respiration. Le but est donc de faire les 10 inspirations classiques, des respirations profondes, cela s'appelle la respiration en boîte. Vous inspirez pendant 4 secondes, maintenez pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, puis maintenez les 4 secondes avant d'expirer à nouveau. C'est assez simple, 4, 4, 4, 4. J'espère que tout le monde se sentira un peu plus détendu, peut-être un petit peu plus concentré aussi. La respiration en boîte est une technique de respiration très simple que je recommande à tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans la respiration. C'est si facile à retenir, 4 secondes d'entrée, puis 4 secondes de maintien en haut, 4 secondes d'expiration, puis 4 secondes de retenue de votre souffle expiré. Évidemment cela s'appelle la respiration en boîte, un temps égal de chaque côté, 4 côtés. C'est un peu une sorte de visualisation pendant que vous inspirez en remontant le côté du carré, en tenant en haut, puis à nouveau 4 secondes. C'est pourquoi on appelle cela la respiration en boîte tout simplement. Mais cela représente de nombreux avantages. Vous pouvez littéralement le faire n'importe où. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre souffle. Si vous êtes dans le bus et que cela vous vient à l'esprit, alors allez-y et faites-le. Cela donne des avantages tout au long de la journée. La respiration en boîte est un exemple de ces exercices sous vide avec vos abdominaux. Vous pouvez les faire n'importe où. Donc si cela vous vient à l'esprit, faites simplement une série et j'espère que vous y penserez tout au long de la journée. Une fois que vous vous en souvenez plusieurs fois et que vous le faites plusieurs fois, votre cerveau commencera à s'en souvenir davantage et ça deviendra une habitude de temps en temps à chaque fois que vous y penserez. Les exercices de Kegel en sont un autre. Si vous tenez votre vessie, les muscles du plancher pelvien sont sollicités. Donc une façon simple de faire les exercices de Kegel est simplement de contracter ce muscle que vous pouvez sentir fléchir dans la région pelvienne. Et faites-en juste une série de 10. Alors faites une série de 10 prises en les maintenant pendant environ 5 secondes. Lorsque vous le tenez, il se tend et diminue lentement dans la force que vous lui appliquez. Vous devez donc vraiment vous concentrer sur le maintien des muscles et avec le temps, ceux-ci peuvent également se renforcer. C'est donc une autre pause que vous pouvez faire n'importe où. L'autre que j'aime faire est l'un de ces petits exercices du côté mental tout au long de la journée qui consiste simplement à prêter attention, à ce que je ressens à chaque extrémité de mon corps et aux sensations que vous pouvez ressentir et à déplacer votre conscience vers vos doigts et vos orteils et simplement ressentir ce que votre corps ressent à ces moments-là et les sensations que vous pouvez ressentir. Si vous remuez le dos, peut-être que votre épaule est un petit peu tendue, vous pourrez noter mentalement de vous étirer un petit peu plus tard. Et tout ce genre de choses liées à la promotion de votre vie et à la promotion de ces petits changements de vie qui, au fil du temps, se traduisent en fait par les bienfaits notables pour la santé ou des bienfaits mentaux. La respiration, par exemple, en fait partie. Vous n'avez pas besoin d'être assis dans une pièce avec des lumières éteintes en position du lotus et des bougies pour méditer. Je pense que les gens sont parfois un peu déstabilisés par cela, ou ont l'impression qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir, de s'installer et de méditer correctement. Mais la méditation consiste à ramener votre conscience au moment présent et à ne pas suivre justement ce train de pensée. Des pensées qui vous traversent constamment la tête à tout moment. Un moyen simple d'y parvenir est donc de ressentir les sensations supplémentaires de votre corps et d'amener en fait votre conscience au corps. Vous pourriez faire ça n'importe où, cela aide si vous fermez les yeux, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors toutes ces petites choses, ces petits changements de style de vie s'additionnent et contribuent en fait à nous améliorer sur le long terme. Cela doit pas être nécessairement être très grave, vous savez, à moins que vous méditiez ou respirez comme le font les moines tibétains, ce qui n'est pas, je pense, aussi bon. Cela n'a pas d'importance en fait, il s'agit du bénéfice que vous obtenez personnellement. Pareil avec le yoga, si vous êtes inquiet ou intimidé à l'idée de commencer le yoga dans un cours ou même tout seul parce que vous pensez que vous êtes inflexible ou de vous dire que cela aura l'air stupide si vous essayez de faire ces choses-là, il ne s'agit pas de savoir jusqu'où vous pouvez aller dans la pause, mais de l'avantage que vous obtenez en fait en tenant ces étirements et ces positions, et les avantages du tissu conjonctif diminuent la douleur et la raideur, ce qui augmente également la mobilité. Donc vraiment, cela vaut pour tout en fait. Il faut entre guillemets avoir l'air un petit peu stupide pour apprendre. Vous devez échouer pour apprendre et cela vaut pour toutes les compétences ou toute amélioration que vous souhaitez avoir lieu dans votre vie. Cela n'a pas d'importance, tout le monde a l'air idiot à un moment donné, tout le monde fait des erreurs et tout le monde échoue. Moi-même, pour m'inspirer de la culture tahitienne et polynésienne dans son ensemble, je dois un peu passer par la case de débutant maladroit, que ce soit dans la langue, dans les coutumes, etc. Mais vous savez, le gars que vous admirez pour sa réussite a échoué au moins 100 fois. Plus que vous ne le pensez d'ailleurs, parce que vous continuez simplement à essayer et à réanalyser et à voir ce qui fonctionne, à voir ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs, puis à réessayer, et posséder toutes sortes de compétences et de pratiques se fait de cette façon. Alors je suppose qu'il suffit de commencer, c'est l'essentiel. Dans cet épisode, nous allons parler ou commencer par justement l'équilibre entre compétences et explosivité en salle de sport d'ailleurs. Je vais un peu vous décomposer ce que ça signifie, compétences et travail explosif. Évidemment, vous êtes au gymnase et vous essayez de vous améliorer. Peut-être que vous faites de l'athlétisme ou que vous pratiquez un sport particulier.
Il y a un certain mouvement qui en profite et c'est davantage axé sur les aspects visuels du muscle et essayer de déterminer quel élément vous devez améliorer, quel élément ont besoin, vous savez, d'être dans les bons ratios. Donc par exemple, il y a deux styles d'entraînement différents. L'un cherchant justement à obtenir des bonus athlétiques ou des bénéfices sportifs grâce à l'exercice que vous faites au gymnase, et l'autre est plus basé justement sur l'esthétique. Vous n'êtes donc pas vraiment préoccupé par vos mouvements athlétiques particuliers, ni par la vitesse à laquelle vous pouvez sprinter, ni par votre apparence. Il y a donc un équilibre en fait, je pense, à avoir. Et je pense pas que vous devriez vous concentrer uniquement également sur l'esthétique, et je pense que les compétences et le travail explosif présentent des avantages pour votre esthétique, car un corps naturellement athlétique semble naturellement meilleur à l'esprit humain. Il existe des compétences de base que tout le monde devrait développer, même si vous vous concentrez uniquement sur l'esthétique, et je les pratique pas aussi souvent que l'haltérophilie, mais elles sont toujours là. Et puis aussi, une partie de mon haltérophilie, parfois j'ai une journée fonctionnelle où je tiens par exemple un kettlebell d'un côté et ensuite je fais quelques step-up. C'est une activité très fonctionnelle. Tout le monde doit pouvoir supporter un poids et monter un escalier. Il existe de nombreux avantages fondamentaux et des muscles en fait stabilisateurs qui bénéficient de ce genre de choses. Et vous allez voir une traduction dans la vie quotidienne normale. Vous n'aurez pas autant de mal lorsque vous tenez en équilibre quelques objets dans vos mains et que vous les transportez depuis la voiture ou quelque chose du genre, si vous venez à faire du shopping ou quoi que ce soit, ou apporter par exemple les courses de vos parents. Si vous tombez, vous serez en mesure de vous équilibrer et de vous rattraper beaucoup mieux parce que vous avez entraîné ces muscles qui sont généralement pas sollicités dans un environnement moderne, si vous êtes au bureau toute la journée ou que vous êtes souvent assis par exemple. Il est donc important de faire tout son possible pour entraîner occasionnellement ces choses, même si vous n'êtes qu'esthétique, donc tout le monde devrait acquérir des compétences de base. Par exemple, la randonnée et la marche sont un mouvement humain très naturel. Je pense que marcher devrait être fait tous les jours, mais faire de temps en temps une randonnée sur différents terrains, rochers et arbres sur lesquels il faut grimper et tout, différents degrés de mouvement et des angles que l'on ne touche pas vraiment lorsqu'on est dans une salle de musculation, je pense que c'est vraiment bien. C'est donc ce genre de mouvement humain naturel en fait consistant à traverser un terrain peut-être avec un sac à dos ou quelque chose comme ça. Évidemment, nous étions nomades à un moment donné de notre vie, des tribus nomades, et récupéraient tout ce qu'ils gagnaient, déménageaient vers un endroit suivant, s'installaient. Donc, vous savez, s'entraîner à ce genre de choses, pas même s'entraîner en tant que tel, il suffit de suivre ces voies naturelles qui sont très bénéfiques pour l'esprit, le corps et l'âme. Si vous êtes concentré davantage sur les compétences et le travail explosif, analysez peut-être les domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer. Donc si vous vous entraînez pour un sport particulier, le basketball, vous souhaiterez peut-être augmenter vos sauts verticales. Vous feriez donc des exercices par exemple un petit peu plus pour les jambes en vous concentrant sur un mouvement concentrique explosif. Dans le squat, vous fléchissez vos fessiers et vos mollets et vous essayez de vraiment pousser plutôt que de simplement soulever du poids. Mais de faire cet effort initial est très très fort et cela se traduira lorsque vous courez et que vous êtes sur le point de sauter vers le panier justement. Vous savez, c'est comme si vous décolliez des deux pieds. Donc, si vous entraînez avec des poids plus lourds en vous concentrant sur les concentriques explosifs, en fait, cela se traduira beaucoup plus en performance sportive. Si vous entraînez pour un sport particulier et que vous voulez voir une amélioration dans quelque chose, concentrez-vous vraiment sur des exercices qui vont compléter ces mouvements et même entraîner ces mouvements avec du poids en est un autre justement. J'encourage tout le monde à faire des exercices de poids corporel, comme par exemple des tractions. C'est un exercice très fonctionnel. Pensez au fait de voir complètement hisser votre corps par-dessus une clôture, ou si vous êtes sur une falaise et que vous voulez pas tomber. Je sais que c'est pas vraiment courant non plus, mais il est possible que vous soyez dans une position où vous devez hisser votre corps par-dessus un rebord. C'est donc bien d'avoir ces mouvements entraînés et d'avoir confiance en votre capacité et votre force à bouger votre corps et à sprinter, bien sûr. Vous ne savez jamais vraiment quand vous aurez besoin de sprinter pour sortir d'une situation, ou même si vous n'êtes pas obligé de sprinter, sachant simplement que vous en avez la capacité, la mobilité et les connexions des neurones moteurs pour vous en sortir si vous en avez besoin. J'aime bien du coup sprinter régulièrement de temps en temps. Je recommande à tout le monde de faire ça. En sprint également, vous obtenez beaucoup de sang dans les jambes, vous verrez un développement musculaire. N'en faites pas trop, par contre. Vous voulez pas sprinter aussi vite que possible en fait. Vous voulez voir à quelle vitesse vous pouvez aller, bien sûr, mais à moins que vous ne soyez en compétition, aller à 100% est juste un peu exagéré et c'est à ce moment-là que vous vous blessez. Alors optez peut-être pour 85% et laissez-en juste un peu dans le réservoir. Vous n'exercez donc pas vos muscles au point de vous blesser. Maintenant, l'entraînement esthétique se résume, je dirais, à une analyse musculaire spécifique et à savoir quels muscles sont plus beaux, s'ils sont plus gros que d'autres muscles ou de la même taille qu'un autre muscle. Donc en musculation, il y a ce qu'on appelle justement le nombre d'or, ce qui d'ailleurs, pas seulement en musculation, le nombre d'or est connu un petit peu de partout, et ça existe dans la nature, en mathématiques, dans tout un tas de choses, allez le chercher d'ailleurs. Le nombre d'or est de 1 à 1,618
Et il y a quelque chose dans ce rapport, il y a quelque chose dans cette relation entre les mesures qui est esthétique. Et vous le voyez dans les fleurs, vous le voyez dans, vous savez, si c'est un bâtiment visuellement attrayant, si vous deviez l'analyser, je suis sûr qu'il contiendrait le nombre d'or. Mais pour le bodybuilding, cela signifie qu'il y a un rapport de taille idéal, justement. Ainsi, même si vous êtes plus petit dans son ensemble, vous pouvez augmenter vos proportions pour être plus esthétique. Ce n'est pas que les gens voient consciemment quelqu'un avec oh regardez il a 1,618 de biceps par rapport au triceps ou quelque chose du genre. Mais en fait ça semble naturellement plaire aux humains dans leur ensemble. Vous pourrez ainsi prendre vos mesures de vos bras, mollets, épaules, poitrine, jambes. Je n'ai jamais vraiment exploré ce sujet dans la mesure, donc je m'y connais pas à 100%, mais c'est bon de poursuivre en fait les progrès et tout le reste. Par exemple, la taille de bras idéale par rapport au nombre d'or. En fait, vos bras, lorsqu'ils sont fléchis, doivent être 150% plus gros que votre poignet non dominant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vos avant-bras grandissent pour une raison quelconque, vous avez peut-être fait un soulevé de terre ou commencé à entraîner vos avant-bras plus directement afin d'obtenir le rapport le plus esthétique possible, vos bras doivent également augmenter. Le haut des bras, vos biceps et vos triceps, est donc bon en fait d'avoir ceci à l'esprit lors des améliorations de certaines parties du corps, c'est que si vous augmentez une chose, vous devez augmenter le reste pour que cela paraisse proportionné en fait. La taille par exemple des mollets idéale aussi, vos mollets fléchis doivent correspondre à la taille de vos bras fléchis. Une solution assez simple, si vos mollets manquent par exemple justement de volume, faites des levées de machine Smith, un abaissement très lent du poids, puis un mouvement explosif vers le haut. 5 séries de 10 en faisant cela avec un poids assez lourd, ça suffira amplement. Et faire cela 3 fois par semaine, par exemple avec une machine à élever les mollets ou quelque chose qui prend vraiment un peu de taille et un petit peu de travail pour les mollets, vos mollets doivent vraiment correspondre à la taille de vos bras fléchis. Pour ce qui est par exemple de la taille d'épaule idéale, votre tour d'épaule en fait doit mesurer 1,618 fois le rapport gingival, soit en fait plus grand que votre taille. Vous savez cette espèce de shape en forme de V un peu. Votre taille doit être plus fine que la circonférence de vos épaules, créant cette jolie forme en V que nous connaissons tous et aimons tous justement. C'est probablement l'un des plus importants si vous souhaitez améliorer votre silhouette en tant que telle. Si vous développez des muscles sur votre deltoïde latéral, cela améliorera la largeur supérieure de ce V et rendra également votre taille plus petite. La taille de poitrine idéale aussi, votre tour de poitrine doit être 550 plus grand que la circonférence de votre poignet non dominant. Ainsi, ça fait que ça doit être 5,5 fois la circonférence de votre poignet qui devrait correspondre justement à la circonférence de votre poitrine. Pour les jambes idéales, la circonférence du haut de votre cuisse doit être 75% plus grande que la circonférence de votre genou. Alors oui, celui-là aussi veille en quelque sorte à ce qu'il y ait une bonne relation entre le genou et la cuisse, afin que tout coule vers le haut, et quand cela commence à devenir plus que cela dans ce que nous voyons par exemple chez les bodybuilders professionnels d'aujourd'hui, où ils privilégient simplement la taille plutôt que l'esthétique, c'est à ce moment-là justement que le cerveau humain l'interprète comme un peu plus bizarre et un peu plus comme «oh, quelque chose n'est pas esthétique». Vous lui donnez pas nécessairement un nom, vous voyez, mais ces ratios dans les corps sont une des principales raisons pour lesquelles pourquoi certains physiques sont considérés comme plus esthétiques que d'autres. Quelques exemples de musculation au nombre d'or de premier ordre, des gars comme Steve Reeves, évidemment, Arnold, Dave Draper, Frank Zane, parmi les plus grands en tout cas. Vous savez, toujours énorme, toujours bien développé, mais toujours aussi esthétique dans l'ensemble. Et il y a quelque chose dans leur physique où tout coule et cela ne semble pas trop disproportionné ou terriblement énorme en tout cas, ce qui je pense est la meilleure façon, ou du moins mon approche personnelle de la musculation est simplement plus encline justement de cette façon, mais cela dépend évidemment de vos objectifs. Mais donc par rapport à l'esthétique, le nombre d'or est quelque chose à examiner, c'est un concept intéressant que l'on retrouve dans beaucoup de disciplines différentes, de toute évidence ce chiffre a quelque chose de génial, et c'est de là où vous savez, on dit souvent que la beauté est assez subjective, etc. tout ça, mais dans l'ensemble, dans la généralité de l'être humain, tout le monde aime plus ou moins tel ou tel physique. C'est pas pour rien, par exemple, que Brad Pitt est souvent un acteur plutôt aimé, physiquement parlant, de la plupart des gens. Je fais une petite pause pour vous proposer de faire 20 petites pompes maintenant. Faites-le vraiment. Et je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez soutenir l'émission, n'hésitez pas à partager et écouter sur les plateformes comme Deezer ou Spotify. Je sais qu'on est maintenant à plus de 100 écoutes par mois et bientôt les 1000 écoutes depuis le début, hors YouTube bien sûr, parce qu'il me semble que sur YouTube on est bientôt aux 800 vues en comptant tous les podcasts cumulés. Une autre façon de soutenir le projet est de venir aussi sur YouTube du coup ou Instagram pour venir discuter avec moi. Je sens que tout ce projet prend de plus en plus de forme par passion ardente qui m'anime à vous proposer vraiment le meilleur fond possible, même si je sais que la forme pourrait être largement améliorée. Et je bosse dessus, notamment avec ma dernière vidéo où je vous montre enfin ma tête et également les vlogs qui arrivent. De très bons retours d'ailleurs sur le dernier vlog, je vous en remercie énormément.
Donc j'espère que tout le monde a fait ses pompes, sinon mettez-le en pause s'il vous plaît, je vous le demande, alors allez-y faites-le, faites tourner un petit peu de sang dans votre corps. Juste en fait pour éliminer, augmenter votre travail global pour la journée et vous sentir mieux en faisant cela. Alors j'espère que vous avez fait les pompes et nous allons passer du coup au sujet suivant. Donc pour décomposer les progrès et les améliorations, mon point de vue est toujours de les décomposer quotidiennement. C'est bien beau d'avoir des objectifs à plus long terme, des visions en tant que telles, mais tout progrès dépend de ce que vous faites avec vos heures d'éveil dans la journée qui vous attend. C'est tout ce que vous pouvez réellement faire. Je pense que des objectifs quotidiens et hebdomadaires avec des évaluations mensuelles sont le moyen d'y parvenir. Quotidiennement, en fait, dites-vous toujours que dois-je faire aujourd'hui pour progresser vers l'objectif ou la discipline que j'ai choisi. Si vous voulez par exemple améliorer votre corps, vous devez préparer vos repas, vous devez faire de l'exercice. Alors, que dois-je faire aujourd'hui? D'accord, je dois préparer de la nourriture saine sur une base hebdomadaire, je veux m'entraîner 5 jours sur 7 et j'aimerais peut-être manger au restaurant une fois. Non pas que cela devrait être un objectif en tant que tel, une sorte d'anti-objectif même, mais si vous cherchez à réduire les comportements, alors un objectif pourrait être de ne pas manger autant au restaurant ou d'autres types d'anti-objectifs qui permettent toujours de progresser. Si par exemple vous souhaitez générer une sorte de revenu en ligne, que dois-je faire aujourd'hui? D'accord, j'ai besoin d'écrire du contenu et je dois générer du trafic vers mon site et je dois le monétiser d'une manière ou d'une autre. Chaque semaine, en fait, regardez cela et dites d'accord, et je produis 4 éléments de contenu cette semaine. Si la réponse est non, d'accord, je dois me concentrer davantage là-dessus quotidiennement la semaine prochaine. Faites des examens de ce qui vous aide, de ce qui va bien, de ce qui ne fait pas bouger les choses, en se concentrant sur les activités en fait qui rapportent le plus d'intérêt et en les analysant et en voyant de quoi il s'agit. Et puis, vous pouvez l'attaquer à partir d'une position d'expérience et dire d'accord, cela n'a pas fonctionné quand je l'ai fait, je n'ai pas eu de visite sur mon site quand j'ai créé ce contenu-là. C'est comme le classique quelqu'un qui démarre une entreprise par exemple et il passe 3 semaines à créer un logo et croyez-moi qu'un logo est important pour vous. Vous connaissez l'esthétique et vous voulez qu'il soit accrocheur et tout. Mais en ce qui concerne le temps que vous consacrez à cela, 3 semaines à analyser cela, tout ce que vous faites, c'est vous éloigner du travail en fait. En fait, il faut vraiment voir l'activité avec le retour sur intérêt le plus élevé que vous puissiez faire. Mais peut-être que vous passez 3 semaines à analyser et à rechercher quel est le meilleur programme et tout ça, plutôt que de simplement en fait y entrer et commencer et faire ce grand saut initial avec des tâches quotidiennes répétées. Et la seule chose qui vous rapprochera de vos objectifs, même si vous avez ces objectifs semestriels, fantaisistes et tout ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des personnes, et moi d'ailleurs y compris, ne savons pas par où commencer lorsque nous avons un projet ou une passion et on essaye déjà de surchauffer notre cerveau alors qu'on a genre 0 ou 5 abonnés en fait. Je me souviens du nombre de fois où Lucas me disait non mais mec, tu penses déjà au prix de tes formations alors que t'as même pas de clients. N'essayez pas de partir en fait dans des choses qui vous feront perdre votre temps. Du style, vous avez passé 3 semaines à faire votre logo, mais est-ce que quelqu'un a réellement observé les quelques petits détails de votre logo que vous seul connaissez? Donc, ne vous mettez pas en fait de bâton dans les roues en pensant être plus productif et juste lancez-vous dans des tâches simples que vous savez faire. Car même si vous essayez de faire les choses les plus parfaites dans le temps présent, d'ici quelques mois, en fait, vous trouverez tous ces contenus complètement has-been. Vous n'y arriverez pas à moins que vous ne fassiez pas le travail quotidiennement en tout cas. Alors, si vous avez un objectif, déterminez ce que vous devez faire au quotidien pour y parvenir. Suivez vos progrès sur une base hebdomadaire pour réinitialiser la semaine et voir ce dont vous avez besoin pour mieux attaquer et ce que vous devez faire moins. Et puis, mensuellement, faites également des bilans sur, par exemple, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. C'est important aussi. Mais je veux vraiment insister sur l'idée que si vous voulez progresser dans quelque chose, ne vivez pas jusqu'à demain. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout organiser en une journée, alors ne vous en faites pas si vous n'avez pas tout fait tous les jours, etc. Tout ça. Et puis, vous savez, c'est toujours ok de parfois ne pas avoir d'idées ou de réussir tous les jours. Mais quelque chose doit être fait tous les jours et il est bon de savoir que vos objectifs à long terme ne se matérialiseront pas de nulle part parce que vous les avez fixés en fait. Il s'agit plutôt d'une vision à long terme à laquelle vous appliquez vos processus quotidiens. Je pense que cette phrase résume très bien ce que je voulais vous expliquer. Fixez-vous simplement un emploi du temps et également un bon outil si vous perdez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou autre chose parce que vous ne le faites pas. Vous gagnez de l'élan lorsque vous accomplissez des tâches dans un certain ordre et si vous passez simplement quelques minutes, 10 minutes avant de vous coucher, à planifier votre prochaine journée, si vous avez quelque chose auquel vous devez répondre, un email, boum, vous vous réveillez et vous faites l'email direct. Vous avez besoin d'une séance d'entraînement, d'accord, je sais que j'ai besoin d'une séance d'entraînement ponctuelle, et vous attaquez simplement votre journée à travers ces petites tâches progressives, et tout cela s'additionne, et c'est la seule véritable façon
d'aborder en fait le progrès et l'amélioration à mon avis. Je vais changer de sujet et quelqu'un m'a demandé de comment utiliser correctement Twitter et les réseaux sociaux. Les médias sociaux sont si répandus dans la société d'aujourd'hui, comme nous le savons tous, et nous assistons à de nombreux changements commerciaux et sociaux à cause de cela. Il s'agit désormais d'un énorme marché publicitaire, les gens consommant la plupart de leur contenu via les smartphones plutôt que via les médias traditionnels comme la télévision. Les médias sociaux constituent donc une force énorme dans la société et vous pouvez en soi en être victime, soit justement les utiliser à votre meilleur avantage. Cela vaut pour toutes les technologies en fait. Vous pouvez laisser cela vous affecter négativement si vous ne participez pas consciemment ou n'analysez pas consciemment la façon en fait dont vous utilisez les médias sociaux en général ou la technologie. Il y a des avantages en fait à la technologie et la technologie a été incroyable pour tant de raisons différentes, mais évidemment aussi négative pour tant de raisons autres différentes. Un peu comme l'être humain finalement. La technologie étant quelque chose de mauvais, mais aussi de bon. Il est donc important d'avoir une stratégie pour vous assurer de ne pas vous laisser emporter par les aspects négatifs, mais tout en utilisant les avantages des médias sociaux. Twitter en particulier, vous pouvez apprendre tellement de choses étonnantes. Vous pouvez également vous laisser entraîner dans des disputes sur Twitter, en essayant de convaincre des gens sur Internet de ce que vous pensez être juste, alors qu'ils ont juste une vision du monde totalement différente, et cela peut vous exaspérer. C'est tout simplement la mauvaise façon d'utiliser Twitter. Il y a plusieurs choses que j'ai faites, notamment avec Twitter et d'autres réseaux sociaux, qui m'ont aidé justement à essayer de minimiser les points négatifs. La première chose, je pense, ça consiste donc à supprimer toutes les notifications sur votre téléphone. Les notifications sont conçues en fait par les développeurs d'applications pour vous garder engagé et pour garder votre attention sur cette application. La petite bulle rouge contrastant avec toutes les autres couleurs de l'écran est destinée en fait à attirer votre regard dessus. Et si vous avez des notifications activées, pour que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux apparaisse sur votre téléphone, même un nouvel email de quelqu'un qui vient de sonner, cela interrompt en fait votre espace libre, déclenchant un petit peu de dopamine, et ça a un impact sur la sensibilité justement de votre dopamine. Donc si vous faites cela toute la journée, tous les jours sur votre téléphone, tout le temps, cela va avoir des effets mentaux négatifs. Alors débarrassez-vous des notifications. Ça va vous aider à consulter ou à utiliser les réseaux sociaux uniquement lorsque vous avez un objectif précis. Genre d'accord, vérifions simplement les messages que j'ai de mes clients ou de mes bons amis, on va y répondre et vous serez à nouveau hors de l'application plutôt que d'ouvrir l'application 20 fois par jour et de pas vraiment vérifier les réseaux sociaux avec un but précis. D'ailleurs, supprimez tous les réseaux sociaux qui ne servent à rien. Est-ce que vous apprenez quelque chose sur ces réseaux sociaux? Est-ce que vous communiquez avec des personnes qui partagent les mêmes idées de vous? Est-ce que vous créez du contenu qui pourrait générer des revenus? Est-ce que vous partagez des informations? Est-ce que la consommation du contenu affecte-t-elle votre humeur? C'est plein de petites questions en fait à vous poser sur l'utilisation de l'application. Et si elle répond à aucun de ces objectifs et que c'est pas vraiment, je pense pas que c'est vraiment une utilisation positive de l'application. Donc supprimez-la simplement. C'est aussi simple que ça. Certaines applications peuvent être utilisées pour de bonnes choses, mais pour celles qui ne le sont pas, c'est simplement préférable d'avoir une règle stricte quant à leur suppression. Pour ce qui est par exemple un petit peu des avantages des médias sociaux, vous communiquez avec des gens que vous n'auriez jamais pu faire autrement. Ainsi, lorsque vous entrez dans une certaine sphère en ligne, vous interagissez avec tellement de personnes qui ont des intérêts et des valeurs très probablement similaires aux vôtres. Et si vous n'avez pas beaucoup de personnes dans votre cercle social avec des valeurs ou des intérêts similaires, ça peut être un peu rafraîchissant et addictif de parler avec des gens qui partagent ces valeurs. Et je pense que c'est une excellente raison d'utiliser les médias sociaux si vous ne connaissez pas autrement ces personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Je pense que faire partie d'une communauté est très importante. Donc si vous n'avez pas accès à la bonne communauté hors ligne, vous savez, essayez évidemment d'améliorer la communauté que vous avez hors ligne, bien sûr. Mais en ligne, ça peut être un bon moyen de parler avec les gens, d'interagir avec eux et de parler, même si vous ne pouvez pas réellement être en face à face avec la personne. Et ça contribue à créer une sorte de sentiment de tribu en ligne en fait. Il est évident que chaque être humain a besoin d'une tribu. Nous sommes des peuples tribaux et parfois les gens trouvent des tribus en ligne. Je pense pas que cela devrait être perçu négativement tout le temps parce qu'il s'agit d'une interaction sociale en quelque sorte, tant que c'est pas exagéré. Et vous pouvez développer des relations significatives en utilisant les médias sociaux comme celui-ci, à condition que vous soyez intelligent et vous savez que les gens le sont. Les personnes avec lesquelles vous interagissez partagent les mêmes idées et vous souhaitez tous en fait vous améliorer mutuellement ou partager des informations les uns avec les autres. Et donc bien sûr que oui, cela amène en quelque sorte à une sorte de réseautage. Quiconque avec qui vous savez développer une relation, vous ne savez jamais quand cette personne pourrait vous aider, vous ne savez jamais vraiment en fait quand vous pourriez l'aider. S'ils ont un problème ou si vous souhaitez démarrer une relation commerciale parce que vous avez entendu ou lu que cette personne est douée dans un domaine particulier ou possède une compétence particulière que vous pouvez utiliser, connaissant des gens en ligne, j'en ai rencontré beaucoup parmi eux et ils m'ont conseillé d'une manière ou d'une autre, ou ils m'ont aidé avec quelque chose que je n'aurais jamais fait.
Vous savez, les gens, par exemple, que je connais en personne, n'auraient peut-être jamais pu m'aider. Donc c'est vraiment une bonne utilisation des médias sociaux de cette façon. L'autre aspect est qu'aujourd'hui, avec toutes ces avancées technologiques, l'enregistrement et la diffusion vidéo, n'importe qui peut devenir son propre éditeur ou directeur de télévision, et vous pouvez avoir votre propre émission de télévision YouTube, ou par exemple, vous pouvez avoir votre propre podcast, c'est-à-dire une émission de radio, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus contrôlé par ceux qui détenaient le pouvoir, les dirigeants du réseau ou ceux qui disposaient de l'infrastructure, et les réseaux sociaux ont d'une certaine manière dissous ça. Désormais, toutes les personnes disposant d'un bon contenu et toute personne motivée et disciplinée dans sa passion ou souhaitant créer du contenu pour les gens ou partager des informations a la possibilité en fait de le faire depuis son smartphone et a la possibilité de le faire depuis son domicile tant qu'elle a accès à internet bien sûr. Et je trouve ça vraiment phénoménal dans la mesure où il y a tant d'informations et de bonnes choses qui n'auraient jamais été possibles sans YouTube, qui n'auraient jamais été possibles sans les smartphones. Et il y a donc de bonnes choses à tirer des médias sociaux et de la technologie. Mais par exemple, si vous vous baladez un petit peu sur mon Instagram, j'essaye toujours de m'abonner à des gens qui m'apportent vraiment quelque chose de positif dans ma vie. Je pense que vous avez remarqué que j'étais pas abonné à beaucoup de comptes justement sur mon Instagram. Je crois que je suis abonné à peut-être 70 personnes, même pas. Et je pense que c'est vraiment des personnes, ou du moins des contenus, qui, lorsque j'ai toujours cette petite faiblesse de passer 10 minutes sur mon téléphone à scroller, eh ben, c'est des contenus qui me font sourire, ou du moins qui me donnent vraiment envie de travailler et d'avancer dans la vie et d'améliorer peut-être un petit peu ma façon de voir les choses ou mes valeurs. Et je pense que c'est très important de, au-delà de trier vos réseaux sociaux, si vous voulez garder un réseau social, de trier ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Autre point négatif des médias sociaux, évidemment, vous voyez en fait tous les moments forts des gens et vous voyez jamais leurs moments de faiblesse ou quoi que ce soit. Et vous voyez jamais justement l'angoisse qu'il y a dans les coulisses ou le travail ou le stress ou les échecs en général. En fait, les gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux ont l'air d'avoir une vie parfaite, mais c'est tout simplement pas réel. C'est toujours bon de prendre les médias sociaux avec des pincettes et savoir que ils ne font que de s'améliorer. Vous connaissez vos échecs et vos succès, mais vous connaissez pas ceux des autres. En fait, si vous voyez tout le temps le succès de quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous regardez votre vie et que vous avez une connaissance approfondie de vos échecs, ça peut vraiment être déprimant d'une certaine manière. Moi-même, de mon côté, en fait, je m'assure de vous le répéter car je sais que mon mode de vie peut en décourager plus d'un aussi. Regardez un jeune homme de 21 ans réussissant socialement et financièrement à Tahiti en développant sa passion, ça peut vraiment mettre un coup au moral. Donc assurez-vous d'avoir vraiment cela en tête. Tout ce que les gens montent sur les réseaux sociaux est calculé à 1000%. Donc utiliser les médias sociaux avec cette façon de penser peut vraiment aider à mieux cadrer cela. N'utilisez certainement pas les réseaux sociaux avant de vous coucher. Je recommande d'éteindre toute technologie, toute lumière bleue quelques heures avant de vous coucher, sur les réseaux sociaux en particulier. Si vous consultez votre Twitter juste avant de vous coucher et que vous voyez ensuite quelqu'un faire un commentaire négatif à votre sujet ou publier un tweet stupide qui vous irrite d'une certaine manière, vous emportez ce sentiment avec vous au lit et c'est pas un bon état à avoir. En fait, vous voulez être détendu et vous voulez que votre esprit soit clair avant de vous coucher. Vous voulez pas vous mettre au lit avec une idée en tête du style ah, j'arrive pas à croire que Steve vient de me dire ça sur Twitter, c'est tout simplement faux, pourquoi il aurait dit ça? Et puis, t'es en train de tourner en rond dans toutes ces pensées négatives juste avant de te coucher, ce qui te stresse et excite ton cerveau, alors que justement, tu veux essayer d'avoir une certaine séance de détente à l'avance. Donc ne regarde surtout pas la technologie ou les médias sociaux juste avant de te coucher. Vous pourriez faire par exemple 10 minutes d'étirement ou 10 minutes de lecture ou de respiration, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast. Et c'est des utilisations, je pense, beaucoup plus productives de votre temps. Certaines utilisations des médias sociaux sont toxiques. C'est bien d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, mais si vous le vérifiez 5 fois par jour, 10 minutes à la fois, ça représente près d'une heure qui pourra être utilisée de manière plus productive. Le problème réside dans le moment où il s'introduit dans vos autres activités et sort votre cerveau de cet état de concentration parce qu'un texte ou un Snapchat envoie un ping sur votre téléphone. En fait, c'est quelque chose de très important que j'essaye de mettre en place tout au long de mes journées, c'est de mettre plein de petits types d'exercices qui augmentent votre concentration et vous empêchent en fait de tout le temps être en brouhaha conscient et mental dans votre cerveau en fait, de tout le temps réfléchir à telle ou telle chose ou tel truc. Par exemple, si vous faites 10 minutes de respiration, puis vous ajoutez à ça 20 minutes de méditation, puis vous ajoutez à ça 15 minutes de lecture, et vous ajoutez à ça 45 minutes de sport, accumuler tout ça, ça vous fait peut-être 2 heures de concentration où vous n'avez pensé à rien et où votre cerveau s'est reposé pour la première fois de sa vie. Donc en ayant consacré du temps là où vous allez, vous vous dites d'accord, je vais être sur mon téléphone pour ça, je vais vérifier ces messages, je vais répondre à tout dans cette demi-heure et ensuite vous le mettez de côté. Vous mettez votre téléphone en mode avion et vous travaillez à partir de là. Alors oui, juste quelques petits détails d'ailleurs sur l'application de Twitter en particulier, en tout cas sur l'utilisation de Twitter.
Il existe un paramètre sur Twitter qui vous permet de désactiver les notifications des personnes qui ne vous suivent pas. Premièrement, cela diminue le nombre de notifications, ce qui est tout simplement une bonne chose en général. Moins de notifications ennuyeuses à vérifier, moins de dopamine déclenchée. Mais ce changement de paramètre signifie que les personnes qui essaient d'interagir avec votre contenu, mais qui ne vous suivent pas, ne sont peut-être pas investies ou ne font pas vraiment partie des personnes avec lesquelles vous souhaitez interagir sur les réseaux sociaux. Vous finissez donc par ne pas recevoir de notifications des gens. Peut-être qu'ils essayent de vous attaquer ou quelque chose comme ça, ou de vous dire quelque chose de méchant. S'ils ne vous suivent pas, ce sera pas toujours avec des bonnes intentions en tête en général. Donc c'est un très bon moyen, je trouve très simple sur Twitter de se débarrasser de beaucoup de choses ennuyeuses. Assurez-vous donc de faire ce changement. Nous arrivons donc dans la dernière partie de l'épisode 15 du podcast. Donc j'ai pas eu de questions des auditeurs pour ce podcast, je suis désolé, j'en ai pas toujours, mais c'est pas très grave, je vais parler rapidement de quelques petites choses que j'ai trouvées et qui pourraient être intéressantes pour vous. La première chose est ma routine matinale. Quelqu'un m'avait déjà demandé à ce sujet ce que je faisais pour commencer ma journée. C'est assez simple, rien de très spécial, mais ça représente de nombreux avantages en termes de préparation de votre corps pour la journée, d'amorçage de votre système digestif, de garantir que vous êtes tous souples, que vous avez fait un petit peu de mouvement et que vous êtes prêt en fait à faire la journée. Soit vous avez besoin d'aller travailler, soit vous avez besoin de vous asseoir et d'écrire des trucs ou quoi que ce soit, ou de faire de l'exercice. Tout cela garantira que vous êtes prêt pour le matin en intégrant juste ces petites choses dans votre routine qui favorisent la discipline et vous savez, qui vous permettent de mieux commencer la première tâche de la journée. Donc avoir une bonne routine matinale sur laquelle vous ne lésinez pas est un bon moyen de renforcer en tout cas votre confiance et en accomplissant les choses vous-même, des choses à améliorer et c'est bien même au départ si vous vous sentez faible en énergie ou autre, ça aidera beaucoup. En fait, vous avez vraiment l'impression justement que votre matinée n'est pas anarchique et que vous savez ce que vous faites et donc vous prenez vraiment confiance en vous le matin. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je fais le matin? Donc essentiellement mon processus c'est de me réveiller naturellement au maximum que je peux. Ne vous réveillez pas avec une alarme. Je pense que si vous vous réveillez avec une alarme c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que vous ne dormez pas suffisamment. Si vous dormez encore à ce point, vous devriez naturellement vous réveiller à l'heure où vous devez vous réveiller. Si vous dormez 9 heures avant 7 heures, vous allez naturellement vous réveiller. Réglez une alarme si vous savez que vous devez absolument vous lever à une certaine heure, mais si vous disposez d'une fenêtre d'une demi-heure, votre corps chronométrera naturellement cela une fois votre sommeil réglé et s'assurera que vous vous réveillez à l'heure, à la même heure en tout cas chaque jour. Vous pouvez également définir une intention consciente. Dites simplement à votre cerveau, d'accord, je dois me réveiller à 7 heures du matin 10 fois, bien fort dans votre esprit. Et j'ai trouvé que faire ça, ça semble idiot de se dire ça à soi-même, mais quand vous avez cette pensée, elle semble traverser votre cerveau d'une manière ou d'une autre et vous vous réveillez généralement à ce moment-là. Alors quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est d'aller à la douche. Je pense qu'une douche froide ou du moins fraîche est une excellente façon de commencer la journée. J'essaye pas forcément de me doucher avec beaucoup de savon et de prendre une vraie douche, mais juste le fait de me rafraîchir et de débarrasser les yeux du sommeil et hydrater tout mon corps, ce qui est important parce que justement vous avez perdu beaucoup d'eau pendant le sommeil. L'hydratation, je pense que c'est l'un des thèmes clés d'ailleurs de ma routine matinale pour m'assurer que en fait je récupère et je fais vraiment le plein dès le début de la journée. Mais en tout cas, prenez une douche, nettoyez-vous, habillez-vous selon ce que vous portez, puis dirigez-vous vers la cuisine et vous allez juste prendre 2 grands verres d'eau de taille décente, de préférence bien sûr avec de l'eau filtrée, mais juste faites-le réchauffer avec du jus de citron et du sel marin de qualité. Ce que je fais, c'est que je fais bouillir l'eau chaude et vous la mettez dans la base d'un verre, vous ajoutez juste du sel marin et vous ajoutez du jus de citron fraîchement pressé et vous dissolvez tout ça dans de l'eau chaude parce que justement les choses se dissolvent beaucoup mieux dans l'eau chaude et vous obtenez donc une sorte en fait de mélange uniforme auquel vous ajoutez simplement de l'eau à température ambiante jusqu'à ce que vous obteniez une bonne température, comme si elle devrait être suffisamment chaude pour que vous puissiez tout boire d'un coup mais toujours de manière à ce que vous remarquiez la chaleur, et il est plus facile justement pour votre corps de digérer l'eau chaude. Ainsi, le jus de citron, l'acidité est une bonne chose pour votre système digestif, et le sel marin favorise également l'hydratation. Vous obtenez en fait les minéraux et le sodium dont votre corps a besoin pour retenir l'eau. C'est bien beau de boire beaucoup d'eau, mais si vous n'apportez pas les sels dans votre alimentation, vous ne pourrez pas retenir autant d'eau, ce qui est évidemment important pour le développement musculaire et simplement le processus biologique corporel en général. Je vais donc prendre une bonne pincée de sel de mer dissoute avec du jus de citron dans de l'eau chaude. Cela peut être assez dur, vous savez, vous vous habituez immédiatement à autant de volume d'eau dès le matin, mais une fois que vous l'aurez fait, vous remarquerez à quel point vous êtes mieux hydraté et à quel point vous vous sentez moins zombie le matin, entre guillemets. Donc une fois que vous avez bu, cela amorce votre système digestif si vous êtes par exemple sur le point de prendre un petit déjeuner et vous réhydrate en fait avec ce combo d'eau. Alors je fais ça et en général je retourne dans ma chambre ou je vais directement dans le salon et je fais 10 minutes de respiration et de mouvement en général. Donc quelques-unes de mes poses de yoga préférées, peut-être simplement pour vérifier avec mon corps ce qui semble raide ou tendu en fonction de mes positions de la nuit.
Associez cela à une longue respiration profonde, bien sûr. C'est pas nécessaire que ce soit forcément trop structuré, j'aime juste voir ce qui fait du bien en fait. Évidemment, gardez le diaphragme profond, pénétrez vraiment dans tout votre corps et développez les muscles intercostaux des côtes. La respiration est l'action de créer plus de volume dans votre cavité thoracique en fait. Alors concentrez-vous simplement sur ce mouvement et assurez-vous d'obtenir des extensions complètes, ça va vraiment améliorer votre qualité de respiration. Donc ce genre de détente, d'étirement et de mouvement après l'hydratation, bien sûr le matin, c'est une bonne chose car ça vous permet simplement de vous échauffer et d'avoir moins de risques de vous blesser simplement à cause d'un mouvement normal, car vous avez en quelque sorte travaillé sur des courbures qui peuvent survenir lorsque vous vous réveillez un petit peu raide ou que vous n'avez pas bougé pendant 9 heures pendant votre sommeil. Donc bien sûr, va y avoir un petit peu de raideur. Donc je pense que c'est important juste de faire quelques étirements de façon un petit peu anarchique, comme je vous dis, pas forcément très structurée. Quelques positions de yoga où j'aime simplement sauter, pas avec une corde bien sûr, mais juste simplement pomper de haut en bas avec le muscle du mollet. Ça fait remonter le sang jusqu'à la tête. Les gens d'ailleurs ne savent pas que le muscle solaire du mollet est responsable du pompage du sang. Donc en fait, obtenir cette flexion du mollet en sautant est tout simplement un bon moyen de favoriser la circulation sanguine dans tout le corps et de réchauffer tout le corps pour la journée. Et au-delà de ça, la respiration et le mouvement, la circulation sanguine, l'hydratation, c'est essentiellement ce que je fais tous les matins. Et tout cela peut être fait en 20 minutes de façon intensive, parce que de toute façon, bien sûr, au début, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais à force d'être actif le matin et de prendre toutes ces petites habitudes, vous allez le faire assez rapidement. Mais ça, vraiment, ça garantira en tout cas que vous êtes hydraté, que vous êtes souple et plutôt concentré et un peu détendu que si vous plongiez directement tête la première dans le travail et qu'en fait, vous avez commencé toute votre journée sans vraiment donner à votre corps le temps de simplement respirer, de se réveiller et d'être gentil avec lui et de régler certaines choses. Je trouve d'ailleurs que ça dénote réellement d'un certain amour-propre. Prendre soin de soi le matin ne se base pas uniquement sur la skincare routine, des différentes crèmes que vous allez mettre ou autres, mais également sur tous ces petits paramètres. Je fais donc ça comme routine matinale. C'est assez réalisable pour tout le monde, c'est assez agréable, alors essayez-le. Si vous le souhaitez, peut-être que si vous vous sentez fatigué le matin jusqu'au milieu de la matinée. Et bien sûr, adaptez tout ce que je vous dis en fonction de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Si par exemple vous vous levez le matin et que vous n'avez pas forcément le temps de vous prendre une douche, de faire votre petit jus de citron, etc. Juste mettez-vous un petit coup d'eau sur la face et éventuellement les bras et les jambes et le torse si vous pouvez, juste histoire de réhydrater le corps. Buvez un grand verre d'eau, voire même 2 grands verres d'eau, et juste sautillez un petit peu dès que vous pouvez en vous brossant les dents ou quoi que ce soit d'autre. Adaptez vraiment cela, mais je pense que l'hydratation et les mouvements et la souplesse sont vraiment des choses très importantes pour votre matinée et votre journée. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode 15 du podcast. Assurez-vous de vous abonner sur Insta si vous appréciez l'émission. Soutenez-moi et aidez-moi à en diffuser davantage. Si vous souhaitez voir des extraits plus courts de l'émission ou si vous souhaitez regarder au format vidéo, je pense bientôt en sortir aussi. Abonnez-vous à YouTube et allez voir ça sur les plateformes. Vous pouvez toujours me poser des questions pour que justement je les reprenne sur mes podcasts, donc sur Instagram et en DM, n'hésitez vraiment pas. Je vais regarder aussi pour publier du contenu par email spécifiquement pour certaines personnes. Donc merci d'avoir écouté l'épisode 15 et à la prochaine fois.